P2 signifie Propaganda Due et désigne le nom d'une loge maçonnique en Italie. Ses membres prétendaient être financés en Suisse par des francs-maçons illuminés qui se faisaient appeler les gnomes de Zurich. C'était une affaire qui a fait du bruit en Europe, mais aux États-Unis, on n'en a presque pas entendu parler. La loge Propaganda Due entretient d'étroits liens financiers avec la Banque du Vatican, dirigée par l'archevêque Thomas Marsecus, originaire de Chicago. À terme, plusieurs cardinaux de haut rang ainsi que quelques évêques deviennent membres de la loge maçonnique P2. Dans les années 60, cette organisation maçonnique secrète était devenue extrêmement puissante. Elle étendait ses activités à travers le monde et comptait parmi ses membres plus de 121 dignitaires catholiques, et pas des moindres, des archevêques, des évêques, des cardinaux. Élu en 1978, le pape Jean-Paul Ier découvre les liens entre le Vatican et la loge P2. Il lance une investigation, mais mourra avant de la voir aboutir. La piste menant aux Chevaliers du Temple, aux Illuminati et jusqu'aux francs-maçons a-t-elle conduit le pape vers une mort prématurée? L'historien Clive Prince penche pour la thèse d'un complot interne. De nombreux observateurs ont soupçonné qu'il s'agissait du travail d'une sorte de faction au sein de l'Église, au sein de l'administration de l'Église, qui ne voulait pas faire élire ce pape parce qu'elle craignait qu'il ne découvre les scandales financiers qui avaient cours à l'époque. Quelques années après la mort de Jean-Paul Ier, le Vatican est balayé par l'affaire de la banque Ambrosia, le plus gros scandale financier du monde qui débouchera sur une nouvelle mort étrange. La loge P2 était également très impliquée dans les opérations de banque. Et à l'époque, la banque Ambrosia, l'une des plus importantes d'Italie que l'on appelait la Banque du Vatican, a fait faillite. Le directeur s'appelait Roberto Calvi. Il a été retrouvé pendu à un pont de la ville de Londres, avec des cailloux dans ses poches, comme pour préciser qu'il s'agissait d'un meurtre maçonnique et non d'une simple exécution. Une règle maçonnique stipule qu'un traître doit être pendu avant la marée montante, ce qui fut le cas, et que son assassinat doit porter les marques du groupe maçonnique qui l'a trahi, d'où les 5 briques dans ses poches. Dans Anges et démons, le meurtre du pape est une fiction. Mais la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II est relayée par la télévision à travers le monde entier, horrifié. Aujourd'hui encore, la question reste posée. Était-ce un acte isolé ou le fruit d'un vaste complot ? La tentative d'assassinat de Jean-Paul II le 19 mai 1981 sur la place Saint-Pierre est la seule de l'histoire récente. Il était entouré de membres de la sécurité du Vatican, dont des officiers de la garde suisse. La tentative d'assassinat de Jean-Paul II en 1981 n'était pas l'œuvre d'un tueur isolé. Cet homme, Ali Agca, qui était musulman, était plus ou moins lié au KGB à travers une obscure filière bulgare. La position ouvertement anticommuniste de Jean-Paul II a-t-elle incité le complot de son assassinat? Son agresseur appartient-il à une ancienne communauté secrète, celle des assassins, qui était liée aux Templiers? Ronald Reagan et Jean-Paul II ont conclu un accord vers la fin de la guerre froide. Ils voulaient se débarrasser du communisme et des théologiens de la libération qui sévissaient en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et qui à l'époque étaient au sommet de leur ascension controversée. Reagan a dit au pape que s'il l'aidait à se débarrasser du communisme, il ferait ce qui était en son pouvoir pour contenir le mouvement de théologiens de la libération et lui permettre un meilleur contrôle de la situation. Il existe des documents prouvant que Reagan et Jean-Paul II allaient s'efforcer d'éradiquer le communisme. Il est donc normal que l'Union soviétique se sente menacée, au point peut-être de passer par cette connexion bulgare pour supprimer le pape. S'il y a eu un complot destiné à tuer Jean-Paul II, le secret du Vatican a parfaitement étouffé l'enquête au sein de l'affaire.
En 1981, lorsque les autorités italiennes ont essayé d'obtenir des informations sur les éléments autour de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, elles se sont heurtées au refus catégorique de l'Église de livrer la moindre information aux magistrats. À tel point que le procureur italien a accusé le Vatican de mettre une pierre tombale sur son enquête. Rome, via Veneto. Les cariatides menaçantes qui flanquent l'entrée monumentale de l'hôtel Excelsior ne seront pas les figures les plus inquiétantes que nous allons rencontrer dans cette histoire semée de scandales et de morts violentes. C'est là, dans cet hôtel réputé de la capitale italienne, qu'un formidable contre-pouvoir va se constituer. Les hommes les plus influents du monde politique et économique fréquentent les lieux. Rendez-vous, la suite 127, quartier général d'une société secrète, la loge maçonnique P2. On vante son influence et sa puissance occulte. Il faut s'inscrire à la loge, car chacun compte sur elle pour une promotion, pour conclure une affaire, pour entretenir des contacts fructueux. En 1980, les demandes d'adhésion affluent plus que jamais. Son chef, Licio Gelli, maître vénérable, un industriel du textile qui a accumulé une fortune colossale et qui sait attirer les plus hauts appuis. Mais ces intrigues courantes au royaume de la Combinazione cachent des objectifs plus ténébreux. Au service de ses chefs, la P2 va couvrir un complexe réseau d'influence politique, trafic, corruption, espionnage, chantage. Leur champ d'action est international. Genève, à l'écart des intrigues romaines ou milanaises, est une base d'opération et un rendez-vous fréquent pour les hommes de la P2. Pénitencier d'Otisville, New York. Michel Sindona. Son empire bancaire s'est effondré. Il est condamné à 25 ans pour escroquerie. Lui qui fut la gloire de la finance italienne, le sauveur de la lire. Début 81, une enquête sur ses tribulations met 2 juges sur une piste brûlante. Elle les mène chez un certain Licio Gelli. C'est le commencement de la fin. 17 mars, Arezzo et Rome sont les cibles. Tout d'abord, la Toscane. 50 policiers quittent Milan au petit matin, secret absolu. Interdiction de contacter les autorités locales d'Arezzo. 3 groupes foncent. À l'hôtel Excelsior, au domicile de Gelli, à la périphérie d'Arezzo, et à quelques kilomètres de là, à la Giole, l'usine textile dont Gelli est directeur. L'homme est en fuite. C'est questo che significa. Mais un butin stupéfiant est découvert et saisi. Des masses de documents officiels ultra secrets. Des fiches sur la vie privée et le passé politique de milliers de personnalités. Et une liste, 962 membres de la P2. Tous les chefs des services secrets. 3 ministres en exercice. Le chef d'état-major de la défense. Des responsables de la télévision. 43 parlementaires. Des financiers, des patrons de presse, des chefs d'entreprise, des magistrats, tous les postes clés de l'État, de l'armée et 3 banquiers, Michel Sindona, Umberto Ortolani, Roberto Calvi. L'Italie est en ébullition. Les accusations, réelles et imaginaires, pleuvent sur la P2 qu'on dit préparer un coup d'État. Le gouvernement est emporté par la tempête. Giovanni Spadolini est chargé de dénouer la crise. Chose jamais vue en Italie, le nouveau Premier ministre n'est pas démocrate chrétien. Les têtes tombent, la loge P2 est interdite par le gouvernement.
Le Parlement nomme une commission d'enquête pour examiner les implications politiques de la P2. Parallèlement, des poursuites pénales sont engagées contre le noyau central de la loge, une vingtaine d'hommes parmi les plus compromis, dont Gelli et Ortolani en fuite en Amérique du Sud et en Suisse. La commission parlementaire est présidée par une femme, la démocrate chrétienne Tina Anselmi. Un circuit de télévision interne permet à la presse de suivre les auditions de la commission. Elle siège depuis 2 ans, le mardi et le jeudi. Ce jour-là, 4 responsables francs-maçons sont interrogés. Il y a 350 ans, dans ce palais de San Macuto, Galilée était jugé par l'Inquisition. Pour la première fois, une télévision est autorisée à pénétrer dans le sein des saints de la commission, ses archives, sous la conduite de son secrétaire. Dans cette salle de consultation qui est gardée, vous voyez, par la garde des finances, il y a tous les documents qui ont été pris par la commission, ou directement, ou envoyés par des autres autorités judiciaires à la commission. Tout ça, c'est les séances de la commission. Les jaunes sont toutes les séances de la commission avec les personnes qui ont été interrogées par la commission, et c'est les comptes rendus scénographiques de la commission. Les autres, les grilles, ce sont les documents que vous voyez. Le total de documents, c'est 300 000 pages de documents. Ils peuvent être consultés et lus seulement par les membres de la commission et les membres du staff qui travaillent avec la commission. La fameuse liste de la P2 et d'autres documents ont été publiés par la commission dans un volumineux rapport. La liste est incomplète, sa numérotation est fragmentaire. En réalité, on estime que Gelli avait autorité sur 2 à 3 000 frères. Mais qu'est-ce que la P2? L'origine della P2 è quella di essere una loggia segreta, coperta. L'origine de la P2, c'est d'être une loge secrète, couverte, une émanation du Grand Orient. Il y a des rapports contradictoires entre la maçonnerie et la P2, mais cette origine maçonnique lui a permis de croître, de se développer derrière une façade et une crédibilité que la P2, on peut le dire aujourd'hui, ne méritait pas. P2 signifie propaganda 2. La P2 non meritava. P2 infatti significa loggia propaganda 2 ed è appunto una loggia segreta. C'est une loge secrète, couverte, qui réunissait les personnes les plus importantes qui, justement parce qu'elles étaient importantes, demandaient à rester inconnues des autres frères maçons. La commission vient d'étendre l'enquête au reste de la maçonnerie. Elle s'est fait remettre les noms des 27 000 maçons italiens classés dans ses coffres. Pourquoi? Je peux seulement vous dire qu'il y a certainement une grande responsabilité de la maçonnerie dans la façon dont elle a laissé prospérer et agir la P2 comme nous avons pu l'établir. Reste à examiner s'il y a des connexions douteuses entre la P2 et l'ensemble de la maçonnerie. La loge secrète a, semble-t-il, profité de la solidarité et de la respectabilité des maçons, et surtout du Grand Orient d'Italie, dont elle dépendait. Licio Gelli a été exclu de la maçonnerie à fin octobre 1981 et expulsé définitivement après le rejet de son recours. Quels sont les motifs? Il y en a 2 principalement. D'abord, d'avoir accordé une interview au Corriere della Sera sans l'autorisation du grand maître, celle où il se définit lui-même comme le marionnettiste. Et le second motif, plus important, est d'avoir géré au mépris, ou en tout cas en dehors des constitutions maçonniques, un cercle privé improprement dénommé Loge maçonnique P2. Denominato impropriamente Loggia Massonica P2.